and scream and shout and let it out. We saying oh, 24 heures Sénat, c'est le nouveau rendez-vous de la rédaction de Public Sénat pour débattre et décrypter toute l'actualité du Sénat. Pour refaire toute l'actualité politique et parlementaire de la semaine, c'est bien sûr Parlement Hebdo, 45 minutes pour tout comprendre. Les réactions à chaud des ministres et des parlementaires en direct de la sortie de l'hémicycle. Retrouvez-nous tous les jours en direct pour suivre les temps forts des textes en séance et des auditions. Dans Preuve par 3, je mets à l'épreuve les responsables politiques sans concession autour de 3 temps forts. Le grand rendez-vous politique du soir qui décrypte l'actualité du jour. Bring the action. give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. Le Club des municipales, c'est le rendez-vous électoral de l'année sur la chaîne Public Sénat où j'inviterai autour de moi l'ensemble de mes confrères pour débattre et décrypter des grands enjeux locaux de cette élection. Déshabillons-les, c'est l'émission où je déshabille les politiques en tout bien tout honneur. En cette année d'élection municipale, Itinéraire Bis reprend la route à la découverte de villes en pleine transformation pour une balade dans une France inattendue. Europe Hebdo, c'est l'actualité européenne dans tous ses états. Dans Génération Europe, on parle des enjeux de l'Europe avec des étudiants français et étrangers. L'actualité politique vue du web. Bibliothèque Médicis, une émission littéraire reconnue de référence pour les auteurs, leurs livres et pour le public dans un lieu exceptionnel. Culture T, c'est l'émission de tous les arts dans tous les territoires. Un lieu, une histoire, je suis heureux de vous retrouver pour de nouvelles conversations sur les hauts lieux de la Grande Guerre. Les pieds sur terre, c'est le rendez-vous des initiatives écolo. Enquête d'Europe, c'est une manière singulière de montrer et raconter l'Europe. Le docu-débat, c'est un documentaire suivi d'un débat pour prolonger la discussion. De visa pour encourager les jeunes entrepreneurs étrangers à s'installer ici pour au moins 4 ans. Mais l'élément majeur, c'est l'engagement de la France à stabiliser sa fiscalité, à simplifier les démarches. À la sortie, message reçu, mais avec prudence. Ce qui était très important, c'est qu'il y avait une vraie opportunité pour un dialogue, pour avoir des vraies conversations, pour comprendre ce qui marche et ce qui peut changer en France. C'est bien parce qu'après des années, des décennies de stagnation, on voit qu'il y a un certain mouvement. Bon, maintenant, il faudra voir ce que ça donne en termes de mesures concrètes. François Hollande le sait, ses patrons étrangers attendent plus que de beaux discours. Alors le chef de l'État leur donne rendez-vous tous les 6 mois pour mesurer les progrès de l'attractivité de la France. Et comme aujourd'hui lors de sa visite dans une entreprise danoise installée à Chartres, vérifier qu'ils parlent bien le même langage. You have competitors on this produce? Yes. Selon un récent sondage, seuls 10% des Français font confiance à Pôle emploi pour leur trouver du travail. Il s'agit d'une perte de confiance spectaculaire comparée à il y a 4 ans, quand les 2 tiers des Français avaient foi en la NPE. Souvenez-vous, c'était à l'époque l'Agence nationale pour l'emploi. Alors, seul aspect positif aujourd'hui, l'organisme public conserve malgré tout un crédit pour informer les demandeurs d'emploi. Un rôle crucial, très demandé, notamment, vous allez le voir, dans la ville de Clichy-sous-Bois, où Pôle emploi vient d'inaugurer sa propre antenne. Pauline Dame.
Cela faisait des années qu'ils l'attendaient. Et vous êtes indemnisé à la base? Cette agence, une nécessité pour les 5800 demandeurs d'emploi de Clichy-sous-Bois qui jusqu'à présent devaient se rendre dans les agences Pôle emploi des villes voisines. Dans cette commune de la Seine-Saint-Denis, le taux de chômage atteint les 22%, soit 2 fois plus que la moyenne nationale. Une inauguration présentée comme un symbole des efforts de l'État sur le front du chômage dans les quartiers populaires. Il fallait vraiment que cette injustice soit réparée et elle l'est aujourd'hui. C'est une vraie décision politique parce qu'on nous a longtemps expliqué que ce n'était pas possible et aujourd'hui on voit que c'est possible. Sur 3 étages, 44 agents accueillent désormais les demandeurs d'emploi de Clichy, de Montfermeil et de Gagny. Le gouvernement avait annoncé il y a un an qu'il souhaitait une présence de ce service public dans tous les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pôle emploi s'était engagé en avril à affecter à ces quartiers 400 des 2000 créations de postes prévues en 2013. Mais des efforts encore insuffisants pour cette représentante syndicale. C'est une bonne nouvelle. Les demandeurs d'emploi n'auront pas une demi-heure ou une heure pour descendre à Livry-Gargan, mais ça ne règle pas les problèmes ni d'emploi, puisqu'il n'y a pas d'emploi, ni de formation, ni de qualification et ni de transport. Désenclaver et revaloriser, un enjeu majeur pour Clichy-sous-Bois et ses communes voisines, engagées depuis 10 ans dans le plus grand programme de rénovation urbaine de France, à hauteur de 580 millions d'euros. C'est la hantise des partis politiques. À 5 semaines des élections municipales, l'abstention fait trembler les états-majors et en particulier celui du Parti socialiste. Le PS ne cache pas sa crainte d'un fort taux d'abstention dans les rangs de son électorat. On voit tout cela avec Samia Dechir. Cette année encore, comme en 2008, plus d'un tiers des électeurs pourraient déserter les urnes municipales. Mais ce qui inquiète le plus la majorité, c'est l'abstention attendue dans son propre camp. 41% des électeurs de gauche contre 29% à droite. Alors pour inciter au vote, le gouvernement lance une campagne d'information. Désormais, pour gagner du temps, je peux préparer ma demande de procuration en ligne. Officiellement dédiée aux nouveautés du scrutin, comme la simplification de la procuration, elle sonne aussi comme un appel à la mobilisation. Les institutions mieux comprises, surtout quand il y a eu des changements, des évolutions, c'est aussi un moyen d'inviter les électeurs à venir voter et donc de lutter contre tous les phénomènes d'abstention. Car le risque d'abstention est bel et bien réel, surtout chez les partisans déçus de François Hollande, dont la cote de popularité est au plus bas. Je crois qu'il y a une forme de désillusion, scrutin après scrutin, y compris par rapport à la dernière présidentielle. Beaucoup de gens qui attendaient un changement, eh bien, ont eu le sentiment, surtout à gauche, qu'on était davantage dans la continuité et que donc leur vote avait été largement inutile. Mais cette abstention ne profitera pas forcément à la droite, car sur ce type de scrutin, l'effet de sanction resterait limité. Le vote sanction ne pourra être pratiqué que dans certains cas, dans certaines communes, là où il y a une offre politique suffisante pour que, si l'on est de gauche, on puisse voter pour une liste écologiste plutôt que socialiste, ou bien pour une liste front de gauche. Un vote sanction difficile à éviter pour un scrutin convoqué à mi-mandat présidentiel. En 2008, l'UMP n'avait pas échappé à la règle. La suite du 22h et pour évoquer à présent les différents sujets d'actualité, nous recevons ce soir l'ancienne ministre et sénatrice socialiste de Paris, Marie-Noëlle Lienemann. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Avec nous également l'écrivain et académicien Jean-Marie Roire. Bonsoir. Bonsoir. Et nous accompagne notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombault. Bonsoir Sonia. On va parler justement de l'actualité économique et politique, mais d'abord cette information de la soirée, c'est l'hospitalisation de Jacques Chirac, nous l'avons dit tout à l'heure, pour une violente crise de goutte. Les nouvelles sont rassurantes ce soir, selon ses proches. Marie-Noëlle Lienemann, peut-être une première réaction? Écoute, on espère que c'est pas trop grave, on espère qu'il n'a pas trop mal, parce que les crises de goutte, ça fait très mal, et bien qu'il va pouvoir retrouver son foyer le plus vite possible et en bonne forme. Oui, je disais, l'actualité politique, personnalité politique toujours préférée des Français, dans le cœur des Français, Jean-Marie Roire. Oui, mais c'est en même temps un peu triste de voir que cet homme qu'on a connu, même si on n'était pas forcément d'accord avec lui, parce qu'il n'a pas toujours été positif dans la vie politique française, eh bien cet homme qui était tellement pétulant est réduit maintenant à cet état, ça laisse songeur sur cette vie politique qui quelquefois vous laisse sur le carreau subitement sans qu'on s'y attende. Jean-Louis Gombault. Oui, je ferai la même remarque que Jean-Marie Roire. On voit, pour nous, Chirac représente la santé
quelque part. Donc c'est l'énergie, le dynamisme, oui. Quelque part, peut-être paye-t-il aussi son goût pour la bonne chair, pour tout cela. Et puis il y a évidemment son problème d'AVC qu'il y a eu il y a quelques années. Et effectivement, on voit les photos. Cet homme qui visiblement est diminué. Bon, ben, c'est quelque chose qui fait de la peine, incontestablement, qui fait de la peine. Mais on le précise, les nouvelles sont donc rassurantes ce soir selon son entourage. Alors dans l'actualité, on va parler de cet appel aux investisseurs étrangers. Le discours, Jean-Luc Gombault, il est volontariste aux patrons internationaux. Tout cela s'inscrit dans une séquence depuis la conférence de presse où le président mise sur la confiance, l'investissement et la reprise à la clé. Oui, alors ça ne démarre pas la conférence de presse, ça démarre même un petit peu avant avec le CUCE, quand le virage a été négocié progressivement. Et là, visiblement, on est à la sortie presque du virage et on accélère. Oui. Et effectivement, le voyage à Los Angeles et puis cet appel aux investisseurs étrangers, parce qu'effectivement, il y a un problème, les investissements étrangers baissent en France. Alors, les chiffres sont assez compliqués parce que ce n'est pas toujours la même méthodologie, mais si on regarde les projets, il y a une baisse de 12% des investissements étrangers. Alors il faut dire aussi, je crois, ça n'a pas été suffisamment dit, qu'il y a une baisse générale de l'investissement. C'est-à-dire que les étrangers investissent moins chez nous, mais les investisseurs en France investissent eux également beaucoup moins, puisqu'on a les chiffres depuis vendredi dernier, les investissements en France ont baissé quand même de 7%, et ça fait plus de 2 ans que les investissements en France baissent. Donc il ne faut pas s'étonner que les investissements étrangers baissent. Alors cela dit, il y a quand même un problème particulier qui se pose aux étrangers, non-connaissance de la fiscalité, non-connaissance bien des règles sociales, et c'est ça les propositions qu'a faites le président de la République aujourd'hui. Marie-Noëlle Lienemann, on va rentrer dans le détail de ces propositions. Comment vous appréhendez ces signes, ces signaux, cette politique orientée clairement vers les entreprises? Elle est nécessaire justement? Moi, personnellement, j'ai rien contre les entreprises. Au contraire, évidemment, le pays, on a été élu sur le redressement économique. Donc, évidemment, il faut donner les moyens aux entreprises françaises et aux entreprises qui viennent en France de fonctionner correctement. Je ne suis pas sûre qu'on soit sur le bon diagnostic. Comme vous le disiez très justement, on a en France un problème d'investissement, et en particulier d'investissement industriel. Et cet investissement industriel, ça fait longtemps. Parce que quand on regardait qu'est-ce qu'étaient les investissements en France, il y a beaucoup d'investissements immobiliers, même dans les entreprises. Donc, on a besoin de soutenir l'investissement. Et je dirais franchement que la priorité n'est pas l'investissement étranger. Vous savez que la France exporte plus de capital qu'elle n'en importe. Donc, il me semble quand même qu'au regard de notre faiblesse industrielle, il est très important de mobiliser l'épargne des Français, de mobiliser notre pays autour de grands projets. Donc, le président de la République fait un mauvais diagnostic de la situation selon vous? Là, je pense qu'il fait... Bon, c'est toujours positif d'aller voir les autres, etc. Est-ce qu'il fait un mauvais diagnostic de la situation? Voilà, moi je pense surtout que les réponses ne sont pas là où il faut. Parce que vous n'avez jamais de fort investissement s'il n'y a pas un minimum de demande intérieure. Et nous avons aujourd'hui, on ne peut pas tout parier sur l'amélioration de l'offre, ce qui dans certains secteurs est nécessaire, notamment en matière industrielle, et de l'autre côté, négliger la demande. Et c'est ce manque d'équilibre qui, notamment par la... Et notamment la réduction des dépenses publiques qui, quand même, dans certains cas, peuvent être une des façons de soutenir la demande. Et il y a la forme, Jean-Marie Roire, certains, au sein même du Parti socialiste, il y a un sénateur socialiste, Gaëtan Gorce, justement, qui dit que c'est peut-être une opération de communication, que tout cela ne sert pas à grand-chose. Est-ce que c'est une opération de communication? Est-ce que malgré tout, c'est une impulsion qui est donnée? C'est nécessaire pour l'image de la France également. On ne peut pas séparer la communication de la réalité. Oui. Bon, il y a un virage, je crois qu'on peut s'en féliciter. Ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi est-ce qu'il vient si tard? Parce que beaucoup de temps a été perdu. Et puis, il vient après un discours... Beaucoup de discours qui étaient contre le capital, contre les riches, contre l'argent, donc contre la finance. Bon, c'était la finance, l'argent. Se souvient des discours du Bourget, mais ça fait déjà longtemps. Oui, mais enfin quand même, il y a toute une ambiance autour du Parti socialiste qui, dès le départ, ont beaucoup déçu, parce qu'on attendait un Schröder, on attendait... Vous la droite, mais pas nous la gauche. Enfin, moi, ne me dites pas la droite, moi, juste pour l'instant, vous ne savez pas, vous ne surveillez pas mon bulletin de vote. Non, mais je ne sais pas non plus. Donc, si vous voulez, il me semble que ce discours fait penser à une sorte de schizophrénie, c'est tout. Et ça a été dit. Et je crois que c'est... Ce qui me paraît bizarre, je vous le dis franchement, c'est qu'il y a quand même un discours contenu
dans le Parti socialiste un discours qui n'est pas favorable à l'entreprise. Sinon, il ne surprendrait pas à ce point-là. C'est vrai que l'entreprise, c'est indispensable. Mais je voudrais vous poser une question. Je crois que les questions pour lesquelles les gens n'investissent pas, je crois que c'est d'abord la question de la flexibilité. C'est une question extrêmement complexe. Pour les industriels, c'est une des clés. Bon, on n'en est pas encore là. La flexibilité, on en est loin. Puis je vais vous poser une question un peu bête. Moi, je suis un peu le huron. Je ne suis pas comme vous, un grand spécialiste de l'économie. Mais moi, je suis étonné de voir tous les gens qui partent. Il y a tellement de gens qui sont partis. À la fois des jeunes gens qui partent créer des entreprises ailleurs, et puis beaucoup de gens qui avaient créé leurs entreprises et qui s'en vont. Il y a une sorte, on a l'impression que c'est la révocation des dividendes. Est-ce qu'on connaît les chiffres? Parce que mais justement, on ne les dit pas. On ne les dit pas. On nous donne des chiffres et après on nous dit que c'est pas dangereux. On ne les dit pas. Et moi, je voudrais bien savoir, justement, sur le plan de l'emploi, combien de personnes, justement, ont été réduites au chômage parce que tous ces gens sont partis. Alors, je ne peux pas vous sortir les chiffres maintenant, mais c'est vrai, par exemple, que les investissements étrangers en France, c'est 2 millions d'emplois. Donc, c'est effectivement beaucoup. Pourquoi les gens s'en vont? Ils s'en vont, je pense, surtout parce qu'ils pensent que l'avenir est hors de France. Voilà. C'est beaucoup plus qu'une question fiscale en réalité. D'ailleurs, lorsqu'on a des nouvelles qui nous viennent des Français qui sont des étrangers, ils sont très surpris de la fiscalité qui règne dans les pays dans lesquels ils vont. C'est surtout beaucoup plus l'idée, est-ce que la France a encore de l'avenir? C'est la question que se posent ces jeunes gens qui s'en vont. Et ça, c'est vraiment la question un peu dramatique parce qu'elle est beaucoup plus large que la question fiscale. Moi, je pense que la question centrale qui est devant nous, c'est de savoir si on a un projet de sortie de crise et comment on articule ce projet de sortie de crise avec un certain modèle. Vous avez entendu le président. Est-ce que, répondez à votre question, est-ce qu'il y a un projet de sortie de crise selon vous? Tel que j'écoute le président Hollande, je considère que son projet de sortie de crise est un projet d'alignement sur ce que font les autres et je ne vois pas pourquoi ça marcherait mieux chez nous. Les autres pays européens, les autres pays, même les États-Unis, parce que bon, maintenant ils redécouvrent les charmes d'augmenter les salaires, mais enfin, on sait que pendant la période de croissance retrouvée, les inégalités ont explosé aux États-Unis. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'en France, nous avons besoin de projets collectifs. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous surprendre. Quand j'entends Madame Merkel dire sur les data, les stockages de données, sur l'Internet, on doit gagner notre indépendance, nous les Européens, parce qu'on ne va pas être contrôlés, etc. Tout le monde ricane. Et ben moi, je trouve que des grands projets de cette nature, si c'est européen, c'est bien, mais il y en a aussi des Français. Donc, vous approuvez des mesures de Madame Merkel également? Non, mais je n'approuve que sa promotion. Je crois que nous avons besoin de projets industriels. Je crois que nous avons besoin de grands défis. Pas qu'on le fasse comme du temps du général de Gaulle avec tout par l'État, parce que les temps ont changé. Mais si on avait une vraie filière sur la transition, pourquoi on ne fait pas un MITI comme les Japonais? Vous parlez de projets industriels au moment même où François Hollande revient de la Silicon Valley et a au contraire mis en avant tout ce qui est numérique, Internet. Industrie et numérique, c'est pas opposé. C'est de plus en plus dans le numérique, l'industrie est impactée, heureusement, par le numérique. Il lance aussi ce qu'on appelle le ADS de l'énergie, c'est-à-dire en fait, de faire ce qu'on a fait sur Airbus, de le faire de l'énergie. Par contre, je suis plus dubitatif sur les capacités mais c'est une bonne idée, c'est des projets. Il nous faut des filières industrielles structurées. Et un de mes regrets, c'est qu'au lieu d'arroser les entreprises avec des allègements généralisés de cotisations ou du CICE, on ne faut... dites-vous, on dirait qu'on leur donne un petit peu comme des cadeaux. Parce qu'il y en a pour qui ce n'est pas indispensable. Ça n'est pas indispensable. Quand je vois la filière du bâtiment que je connais bien, ils ont plus besoin de carnets de commandes qu'ils n'ont besoin de baisse des cotisations, les gens dans le bâtiment. Derrière ces entreprises, est-ce qu'il y a aussi l'objectif de nous réconcilier, j'allais dire, avec la réussite, avec le succès, avec les bons résultats? Quand on reçoit ces patrons internationaux qui ont de très bons résultats, est-ce que c'est aussi cela qu'on veut montrer? Écoutez, ça me paraît le bon sens, ça me paraît même le b.a.-ba de la politique. Je ne crois pas qu'on puisse faire une politique dans aucun pays sans l'entreprise. L'entreprise, c'est la clé de tout. Et on peut se dire que quand même, on a mis beaucoup d'obstination à faire un certain nombre de réformes sociétales, pour employer un mot horrible. On a mis beaucoup d'obstination, on en a mis beaucoup moins pour l'entreprise, pour favoriser l'entreprise et pour essayer justement d'affronter les réalités. On est resté très longtemps dans le rêve. Marine Limel, moi j'ai une question, je vous l'ai déjà posée, je me permets de vous la reposer. Ça fait des mois, des semaines que vous réclamez un changement d'orientation politique. Il a eu lieu
Mais dans la direction inverse de ce que vous réclamiez. Oui, exactement. Alors, mais je ne suis pas la aujourd'hui seule. Il y a 44% des électeurs socialistes qui ne sont pas contents. Et qui vont le dire dans les urnes, selon vous? J'en sais rien. Je les conjure de ne pas le faire parce que je pense que les malheureux maires PS qui font bien leur boulot ne doivent pas être sanctionnés. Mais il faut se faire entendre, mais pas comme ça. Donc moi, personnellement, je crois à une autre stratégie. Si je puis dire une formule un peu provocatrice, à une autre compétitivité française. Quand vous parlez de l'entreprise, quand même la grande force de l'entreprise française, c'est ses salariés, c'est le niveau culturel moyen, c'est les capacités d'autonomie qu'on ne sollicite pas suffisamment, c'est l'articulation entre la recherche et nos entreprises. Donc moi, personnellement, l'entreprise, ça me va très bien. Simplement, au bout d'un moment, il faut quand même se rappeler des réalités. Prenons les entreprises étrangères. Quand on regarde, on a fait un rapport ici au Sénat sur l'optimisation fiscale. Qu'est-ce qui se passe avec les prix de transfert? Colgate. Colgate, le groupe. Vous avez des usines en France. Il charge la mule en prix de transfert pour que tout remonte au centre. C'est-à-dire en Suisse. Donc ça pourrait être ailleurs qu'en Suisse, mais ça remonte en Suisse. Du coup, on serre les salaires en bas. On capte la richesse produite par les Français, leur savoir-faire, leur recherche. Ils bénéficient des aides, crédits et impôts compétitivité et crédit recherche. Alors, sur ce cas, et là, moi je dis, il faut quand même essayer de trouver une méthode. Je ne le connais pas précisément, mais ce que vous dites là est vrai pour Google, c'est vrai pour d'autres, Amazon, etc. Et quand même, on ne peut pas dire que François Hollande ne fait rien, puisqu'il réclame 1 milliard d'euros de retard d'impôt pour Google. Mais je ne donc, dis pas qu'il fait rien. À partir des prix de transfert que vous avez tout à fait correctement expliqué, c'est un véritable problème qui nécessite une intervention européenne et je pense que les autorités françaises, d'ailleurs Sarkozy aussi le faisait, Sarkozy aussi était c'est un problème français, voilà. J'espère que donc, tout le monde s'en rend compte. Quand on entend Mme Lienemann, on se dit que quand même, et on le sait d'ailleurs parfaitement, qu'on se demande si Hollande va trouver à l'Assemblée nationale une majorité pour soutenir sa politique. Donc je me demande si en effet, quand vous parliez d'effet d'annonce, s'il y a des intentions pieuses, mais dans les faits, elle risque de ne pas être suivie, puisque je ne vois pas très bien comment on peut justement aller dans ce sens de l'entreprise avec une assemblée qui va freiner. Soutiendrez-vous concrètement? Attendez, d'abord j'attends le mois de juin, il va y avoir beaucoup d'eau qui aura coulé. Qu'est-ce qui peut vous décider, Marine-Noëlle Lienemann? Vous voyez bien que l'orientation est prise. Mais moi j'attends de savoir qu'est-ce qui va me faire voter. Qu'est-ce que vous voulez? Sur quoi? Qu'est-ce que c'est les contreparties? Qu'est-ce que sont les contreparties? Il en a parlé. C'est pas moi qui ai lancé l'idée des contreparties. Je partage l'idée de M. Mailly que quand on fait des allègements de cotisation, ça va être très très compliqué d'aller mesurer des contreparties et que je préférais un système d'accord de branche comme on l'a fait par exemple pour la réduction de temps de travail, de dire il y a des aides qui sont liées à un accord de branche qu'on calibre en fonction de ce qu'on obtient et ce qui permettait d'ailleurs de cibler mieux les aides. Donc moi, je ne suis pas du tout contre qu'on aide les entreprises, surtout celles qui exportent, surtout celles qui créent de l'emploi, surtout celles qui nous portent l'avenir. Mais en tout cas, donc moi, personnellement, j'attends de savoir qu'est-ce qui va être ces fameuses contreparties. D'accord, donc vous êtes dans l'attente. Indépendamment de cela, il y a quand même, en politique, c'est très important d'être cohérent avec ses engagements de campagne. On vit au-delà de la crise économique, il y a un doute des Français sur nous-mêmes. Jean-Marie Roire parlait de schizophrénie. Vous vous souvenez tous du candidat socialiste, éloquent, lyrique, idéaliste, même quand il avait dit que son ennemi c'était la finance. Aujourd'hui, vous le voyez, ce candidat a laissé place définitivement à un président social-démocrate, réaliste, conscient de jouer son va-tout en lançant cette politique de l'offre et ce pacte de responsabilité. Vous croyez vraiment qu'il va encore enlever le masque et remettre le masque du candidat? Écoutez, je n'en sais rien. Il y a des réalités en politique. Il faut savoir en tenir compte. On ne peut pas dire je suis élu président, le peuple, j'en ai rien à faire. Donc il va s'exprimer, le peuple. Il se fait entendre. Peut-être selon vous dans les urnes? Pas seulement dans les urnes, on voit bien qu'on le veuille ou non, les sondages sur l'opinion, quand c'est récurrent, généralisé et que c'est confirmé par tous ceux qui vont sur le terrain, parce que vous n'auriez que les sondages. Mais enfin, demandez à n'importe quel élu socialiste qui va faire les marchés, qui fait du porte-à-porte, comment il est accueilli. Bon, et parce que les gens ils ont adhéré, c'est pas des idées qu'on a sorties, on dit il y a une impréparation, on a découvert la crise. Mais moi j'ai participé depuis des lustres à des réunions de préparation du programme, de réflexion sur la commission économique, on s'est empoigné, on a arbitré, le président a fait. On connaissait la situation. Et maintenant on n'a pas ce qu'on nous a dit. Sur ce décalage que décrit Marine-Noëlle Lienemann et qu'on voit malgré tout dans les sondages, dans la cote de popularité de François Hollande, il y a de plus en plus trou béant entre son électorat, sa politique? Oui, mais il a créé des mécontentements qui étaient
inutile. Je veux dire, de la même façon que un des reproches qu'on pouvait faire à Sarkozy, même si Sarkozy a quand même été de l'avant, il a fait des réalisations. Il a réussi quand même un certain nombre de choses. Il y avait il y avait quand même plus de cohérence. Eh bien là, mais ce tricotage entre des questions de société qui, comme sur l'identité nationale ou d'autres questions sur le musée d'histoire, eh bien, lui, d'une certaine façon, ont brouillé un peu son message. Et on peut dire que là, le mariage pour tous et d'autres réformes sur la pénalisation des clients de prostituées, enfin, je sais pas, des choses qui étaient quand même très secondaires, ont créé, d'une certaine façon, contre lui, on l'a bien vu dans les manifestations, une opposition. Oui, mais ça va jouer dans les élections. Oui, justement, quel sera c'est pas ces électeurs-là qui ont décroché. Ce sont les couches des élections populaires. municipales, ce sera dans 5 mois, dans 5 semaines exactement. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci Marie-Noëlle Lienemann, Jean-Marie Rouard et Jean-Luc Gombault, bien sûr. La dernière page du 22h à présent, avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Agathe Pécastin. J'assure au président de la République, aux forces politiques et aux Italiens qui assistent à cette crise du gouvernement que je mettrai tout le courage, l'engagement, l'énergie et l'enthousiasme dont je suis capable. Matteo Renzi devient le plus jeune Premier ministre de l'Union européenne. Le chef du Parti démocrate a été chargé de former un gouvernement pour réformer durablement l'Italie. Et la tâche n'est pas simple. Son prédécesseur Enrico Letta a démissionné après seulement 10 mois aux commandes du pays. Autre défi de taille, la formation d'une coalition droite-gauche. Le maire de Florence a jusqu'à mercredi pour constituer son équipe. C'est une rencontre préparée dans le plus grand secret. Selon le journal Le Parisien, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel auraient prévu de se retrouver à Berlin le 28 février prochain. Une étape qui s'inscrit dans le cadre de la tournée internationale prévue par l'ex-chef de l'État. Ces retrouvailles pourraient venir parasiter le rapprochement entre François Hollande et la chancelière allemande. Cette semaine, un conseil franco-allemand se tiendra à Paris. Mais où sont passées les archives de Claude Guéant? Les notes de l'ancien secrétaire général de l'Élysée ont disparu. Ces documents sont pourtant précieux dans le cadre de l'enquête sur la fusion des caisses d'épargne et des banques populaires en 2009. Claude Guéant était alors au cœur des négociations. Jean-Vincent Placé, président du groupe écologiste au Sénat, a demandé la création d'une commission d'enquête parlementaire, qualifiant l'affaire de véritable scandale d'État potentiel. Les pêcheurs bretons appellent à l'aide. La tempête Ula qui a frappé la Bretagne et le Cotentin ce week-end a fini de mettre à mal les entreprises de pêche de la région. Le comité de pêche de Bretagne réclame des mesures d'urgence. Le ministre des Transports et de la Mer, Frédéric Cuvillier, a évoqué certaines pistes comme l'étalement de leurs cotisations. Et le dessin du jour est signé Plantu pour Le Monde. Le dessinateur ironise sur l'opération de séduction du président de la République en faveur des dirigeants étrangers. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Et cette information à présent, puisque l'ancien président de la République, Jacques Chirac, sortira ce soir de l'hôpital de Neuilly-sur-Seine, où il a été admis, je vous le rappelle, en début de soirée pour une violente crise de gouttes. Ce sont ses proches qui affirment ce soir cette sortie donc, de l'hôpital. Les nouvelles sont donc rassurantes. Voilà pour cette information. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle et douce nuit. À demain, avec plaisir, bien sûr. Cathédrale Notre-Dame d'Alger, 2 juin 1996.